Aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des plus belles rades du monde. Derrière moi, Villefranche-sur-Mer, une cité médiévale avec un patrimoine marin exceptionnel. Et Saint-Jean-Cap-Ferrat, petit port de pêche qui a vu fleurir des villas prestigieuses et attirer des célébrités du monde entier. Et le temps dans tout ça, idéal pour le programme qui suit. Aujourd'hui, je vous propose une promenade dans les espaces paysagers de la villa Efrussi de Rothschild. André Castellan, son chef jardinier, y sera notre guide. En préambule à cette balade, nous partirons en mer avec Arnaud Allary, un des derniers pêcheurs professionnels du Cap Ferrat. Un poisson par filet. C'est ce qu'il faut. C'est pas mal. Installé dans les bâtiments historiques de l'Observatoire océanologique, Rémi Dumollard nous fera découvrir son laboratoire. J'aime bien les petits cours de sciences naturelles. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Et avant que Gilbert Pasqui ne nous raconte la passion d'une vie pour les vieux gréements, je retrouve Jean Mascle, président de l'Association de sauvegarde du patrimoine maritime de Villefranche-sur-Mer. Quand je vous dis que c'est certainement l'une des plus belles rades du monde, c'est vrai que Jean, c'est beau ici. Magnifique, oui, et je suis d'accord sur la rade. J'aime bien ce rendez-vous sur ce qu'on appelle un môle. Un môle, c'est une jetée, vous voyez, qui est chargée de protéger un port de la mer, de la tempête, pour que les bateaux soient à l'abri. Ça, c'est sa protection de bateau, mais c'est aussi un môle, une défense contre les invasions, contre les bateaux ennemis. C'est pour ça qu'un môle, c'est souvent fortifié. C'est un port d'exception parce qu'il est quasiment intact. Tout à fait. Vous êtes d'ailleurs sur un môle du XVIIIe siècle. Et ça, c'est très chic. Pourquoi un port aussi important construit ici? Les ducs de Savoie ont, vers le XIVe siècle, réussi à obtenir toute cette région du comté de Nice, Oui. et ce qui était primordial pour eux, parce que c'était l'ouverture à la mer. Et au XVIIIe siècle, le duc de Savoie est devenu roi. Ça change la donne. Ça change la donne, et il a voulu se doter d'un port royal. Donc on a ici le môle, mais derrière, c'est la corderie, c'est Alors ça? derrière, ce que vous voyez, le grand bâtiment jaune C'est ocre. gigantesque. Oui, très long, très étroit, 6 mètres de largeur, mais 150 mètres de long. C'était une corderie. Et le bâtiment qu'on voit là-bas? Alors c'est l'ancien bagne des galériens, parce qu'au début, ce port était un port de galériens. S'il n'y avait pas le vent, il y avait des rames. Et donc on avait un port de galériens. La suite de l'histoire, vous me la racontez là-bas en face? Parce que à ça fait. m'intrigue ce qu'il y a là-bas, les voûtes quand même. Tout à fait, oui. Allez, traversons la Darse. Jean et moi, nous nous rendons de l'autre côté du port, là où se dressait autrefois une caserne militaire. La ruine a été rasée et réaménagée au milieu des années 50 par l'architecte Eugène Baudouin. Mais Jean, c'est incroyable ce lieu. Ouais, je trouve aussi, oui, c'est incroyable. Oh là là. Et il est totalement improbable Oui, c'est ça. quand on est en bas. Avant que ça ne soit un jardin, reprenons le cours du XVIIIe siècle, Oui. c'était une caserne. Alors, il y avait une caserne qui avait été construite, elle, plutôt vers la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Donc, Villefranche, en fait, pas que cette caserne, d'autres lieux de Villefranche, la citadelle en particulier, étaient un lieu de caserne de chasseurs alpins. C'est un bâtiment qui est tombé un petit peu à l'abandon. Et il a été tellement à l'abandon qu'au cours des années 40, il a été abattu parce qu'il présentait des dangers. Il l'a conçu comment? C'était quoi? Un architecte, Baudouin? Alors Baudouin était un grand architecte urbaniste qui a œuvré avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale dans la reconstruction, beaucoup. Ouais. Il a, au cours des années 60, eu l'occasion sans doute de visiter ce lieu. Et il a été très clairement emballé par ce lieu. Mais je comprends. Il a conçu, probablement avec sa femme, qui s'appelait Joséphine, un jardin suspendu, vous voyez, fait de grandes vasques en béton. Oui, ça, ce sont ses créations. C'est ces ses vasques. créations, on appelle ça des vasques en chapeau chinois, vous voyez, chapeau Oui, chinois ça, retourné, c'est assez aligné. clair, ouais. Vous en avez 4 ou 5 alignements, et il y en a de différentes tailles un peu partout. Jean, l'association, vous travaillez aussi à la réhabilitation de ce lieu parce qu'il n'est pas encore ouvert au Alors, public. Ce lieu n'est pas ouvert au public pour le moment. Je dis pas encore parce que c'est un
Parce que un c'est vœu notre pieux. but. C'est Ouais. notre but. Notre but, il est double. Il est de réhabiliter ce lieu, que vous voyez quand même un peu dégradé. Et sa dégradation est telle que ça entraîne aussi la dégradation des voûtes qu'il y a dessous. Ouais. Parce que lorsqu'il y a des gros orages, par exemple, l'eau stagne, pénètre par des fentes et tout ça, et abîme les voûtes qu'il y a dessous. Ouais. Donc, il nous faut réhabiliter ce lieu, lui rendre sa belle fonction de jardin suspendu et, espère-t-on, après la mise en sécurité nécessaire maintenant, de pouvoir l'ouvrir au public. Ça serait notre rêve d'association. Et ben voilà. Après, on n'a plus qu'à se dissoudre. Peut-être pas encore. Il y a encore du travail, Peut-être Jean. pas encore. Aujourd'hui, les voûtes de la Darse sont occupées par des associations à vocation patrimoniale ou nautique. J'y rejoins Gilbert Pasqui, charpentier de marine spécialisé dans les vieux gréements. Je suis super surprise par ce lieu qui est vraiment... Alors j'en ai vu déjà un petit bout, tu sais, j'ai fait les jardins au-dessus, mais alors ces voûtes, c'est incroyable. En fait, ici, Gilbert, tu prolonges l'histoire des chantiers navals qui existent Ben depuis... oui, parce que ouais, ça a toujours été des ateliers pour la réparation des bateaux. À l'époque, c'était des galères. Mais c'est... Ah oui, en plus, la longueur... Et ils savaient travailler à l'époque. Hein. Et puis là, on a la relève Et là, il y a la relève. avec Steve. Steve, c'est sa 16e année avec moi. Et puis, il faut être patient parce qu'il faut 10 ans pour être ouvrier. C'est long quand même. Hein. Et comme nous, c'est un peu l'enseignement à la vieille école, il faut endurer les engueulades. Tu veux dire que le patron, il est un peu dur, des fois? Oui, mais bon, maintenant, je me suis calmé. C'est Steve qui prend la relève. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la qualité, justement, du bois nécessaire à faire un très beau mât. C'est un bois très résistant et très léger. C'est une fibre très, très solide. Et c'est un bois qui vient d'Alaska. Comment tu l'appelles déjà? C'est un drôle de mot. C'est un spruce. Un spruce. Voilà. Spruce. De la région de Sitka. D'accord. C'est quoi, Steve, la sensation de travail avec le bois? C'est presque sensuel. Hein, Ouais, je vois. On est sans cesse en train de Ouais. le caresser, de toucher, de sentir, de regarder. On travaille vraiment au millimètre. Donc là, par exemple, sur un mât, on travaille sur un plan. Et quand tous les corps de métier se rassemblent, il faut que ce soit précis, il faut que tout s'adapte. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et quelle qualité il faut pour être un bon charpentier de marine? Être passionné déjà. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la passion, c'est même pas la peine de pas rêver, on n'y arrivera pas. Par exemple, un mât est calculé, on ne fait pas un mât comme ça. Et, il faut faire un calcul de résistance. Les gens pensent que le mât, c'est un arbre qu'on rabote. Non, non, c'est un jeu de collage, le mât est creux, avec les épaisseurs qui changent en montant. Il faut que le mât soit léger, rigide. Et on est arrivé à une telle perfection que nos mâts en bois sont plus légers que les mâts en aluminium. Je suis tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix. C'est vrai? Parce que c'est ton père qui faisait déjà des bateaux? Mon père construisait des bateaux, oui. Mon père était très très fort. Il était vraiment doué. Donc je me devais d'être au moins à sa hauteur, quoi. Essayer. Ouais, ça y est, t'y es. Au bout de 50 et quelques années, ça y est, t'y es. Avant de devenir un lieu de villégiature privilégié, le petit village de Saint-Jean-Cap-Ferrat était celui des Mandjapay, les mangeurs de poissons. Aujourd'hui, la prud'homie de pêche de Villefranche et du Cap-Ferrat compte une quinzaine de pêcheurs aux méthodes très traditionnelles, comme la pêche à la palangre, un long filin garni d'hameçons, ou bien le filet. Leur pêche fournit essentiellement les restaurateurs locaux et les riverains. Et ce matin, j'embarque sur le bateau du plus jeune d'entre eux, Arnaud, fils et petit-fils de pêcheurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc là, tu m'emmènes à ce qu'on appelle la pêche à la palangre. Non, là on va à la pêche au filet. Ah, tu veux pas... Alors, Et là on va à la pas de pêche au filet. palangre. Ah, je Non, suis là- déçue.
Et non, parce qu'il y a du mauvais temps et aux palangres, c'est la misère quand il y a du mauvais temps. Bon, d'accord. Là, on va tout au filet. Ouais. On va lever ce qu'on appelle ça des entremailles. Et on va chercher tout ce qui est poisson de bouillabaisse, chapon, sèche, tout ça. Et puis si on a de la chance, on peut prendre un beau poisson. Oui, rascasse, on en aura. Les filets, il faut combien de mètres? Celui-là, il fait 400 mètres. D'accord. Tu peux en théorie ramener combien de poissons? Dans celui-là, si on prend 5-6 poissons, c'est beau parce que c'est des grosses mailles pour essayer de prendre un poisson un peu plus gros. Ouais. Depuis le temps que tu pêches, tu trouves que c'est mieux ou moins bien au niveau de la pêche? Du poisson, il y en a toujours pareil. Après, des fois, il y a des saisons, c'est qu'il y a plus de poissons de certaines espèces. C'est-à-dire cette année, mettons pour l'espadon, c'est pas une très bonne année. Ouais. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle. C'est pour ça qu'il faut varier toutes les pêches qu'on fait. Oui, il faut quand même rappeler qu'il y a des saisons aussi pour Voilà, les poissons. c'est ça. Et là, on n'est pas dans la meilleure saison. L'eau, elle est vachement froide. Le poisson, quand l'eau elle est froide, Il aime pas. il bouge pas. Il dort. Et il dort, il reste dans les trous et il reste tranquille et voilà. Il va bien monter quelque chose, non, au bout d'un moment. De plus en plus, je vois le filet monter. C'est la blague du jour. Heureusement, Ah. il y a 5 filets, donc on devrait trouver du poisson. Ouais. Alors, voilà, Tu comme tiens ça, comme ça. on va actionner notre œil. Doucement au début. Tu trouves beaucoup, toi, de déchets dans tes filets? Les déchets, tout dépend. Il y a des endroits, des fois, là, au milieu de la baie, quand il y a des trous, on va dire, dans le fond, Ouais. eh ben, des fois, il y a pas mal de saleté, mettons des bouteilles, des plastiques, tout ça. Ça t'énerve, hein? Ah, c'est énervant, hein, Non, parce bon. que moi, ça m'énerve énormément, donc... Et en plus, le problème qu'il y a, c'est quand il y a du courant d'air, ben voilà, là, mettons, il y a un plastique dans les filets. Ça s'arrange pas, hein? Non. Ouais, c'est bien ça le problème. Ça, tu vois, c'est une nacre. C'est comme une grosse moule, quoi. Hein. Et en fait, c'est très bien pour la Méditerranée. Tant qu'il y a ça, ça veut dire qu'il y a de la vie au fond, quoi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Très bien. Donc, Remets-la à l'eau. La bonne nouvelle. voilà. Là, on peut dire que notre pêcheur commence à entamer une grande phase de déprime. Voilà. Parce qu'il n'y a rien. Absolument rien. Ah, une petite dorade. Enfin! Alléluia! Alléluia. Tu veux essayer de la défaire, toi? Ouais, je vais essayer. Comme ça. Là, tu vois, tu fais sauter la maille. Ici, hop, Ouais. et voilà, t'as juste à tirer. Ah bah ça va. Voilà. C'est pas bien compliqué. La voilà. Ah, un petit Saint-Pierre. Ça grogne, c'est un beau poisson. C'est vraiment un poisson magnifique, ça. T'as quoi, des filets qui vont à 20 mètres comme celui-ci? C'est ça. Et, Là, tu vois, on part- les autres qu'on a pris, c'est combien? Les autres, ils étaient dans les 25 mètres à peu près. Et il y a une façon de poser le filet. Ben ça, ce filet-là, si tu veux, on fait comme un C. De façon à ce que tout le poisson qui longe la côte, il vient se prendre dedans. D'accord. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup de poissons qui ont longé la côte. On ne sait pas où ils sont, d'ailleurs. Ils n'ont pas voulu. Mais là, il y a une rascasse. Donc, la rascasse, poisson essentiel à la bouillabaisse. Ouais, il y a la soupe de poisson, tout Ah, ça. ça, c'est ce qui donne vraiment le goût. C'est vrai. Déjà, pour une rascasse, c'est une belle rascasse. Par la nageoire. Celle-là? Voilà. Bouge pas. Je suis désolée. Voilà, dans la glace. C'est quoi pour toi une belle pêche, du coup? Ben moi, une belle pêche, pour moi, c'est chercher déjà des produits le plus rares possible. C'est-à-dire de l'espadon, du chapon, du beau poisson, des fois de la langouste, de la langoustine, un peu de tout. Je cherche plus la rareté du produit que des masses de poissons. C'est ça qui fait la qualité du produit, on va dire. Pour mes restaurateurs, tout ça que j'ai, ils veulent le maximum, le plus beau que je peux prendre. Oui, toi, tu mises sur le beau Voilà. et pas sur la quantité. Pas sur la quantité. La quantité, faire 100 kg de poisson, ça ne m'intéresse pas. Bah, sinon, c'est pas ton travail. Voilà, je préfère... Tu travailles pas dans l'intensif, on a voilà, bien compris ça. c'est ça. Je préfère, mettons, viser du produit rare que de la quantité. Villefranche-sur-Mer, c'est une ambiance particulière. C'est un vrai décor de cinéma. Ici plane même l'ombre de Jean Cocteau, le cinéaste et poète. Et tout ça est à découvrir à travers d'incroyables visites guidées.
La baie de Villefranche-sur-Mer est aussi un lieu d'expérimentation. La richesse de ses eaux est reconnue depuis le 19e siècle. Installé dans l'ancien bâtiment des Galériens de la Darse, l'Observatoire océanologique est un établissement pluridisciplinaire en sciences marines, internationalement reconnu dans le domaine de la recherche, de l'enseignement et de l'observation. Ici, à Villefranche-sur-Mer, la qualité de l'eau est assez exceptionnelle. Oui, parce qu'on a une rade très profonde avec un accès à un milieu marin très rare. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce laboratoire? Parce que c'est très intriguant quand même. Eh bien, cet observatoire, c'est l'Observatoire océanologique de Villefranche, a deux entités. Une entité qui fait de l'océanographie, qui s'appelle le laboratoire d'océanographie, et le laboratoire dans lequel je travaille, qui est le laboratoire de biologie du développement, où nous étudions vraiment la biologie des animaux et comment ils se développent, et donc par conséquent, quels sont les problèmes de l'environnement qui pourraient les empêcher de bien se développer. J'ai découvert un moyen de détecter la pollution marine grâce à ces animaux. Ces animaux comme celui-ci, comme ceux-ci. Voilà, les acidies, l'acidie blanche. Ça ressemble à un coquillage, même si c'est difficile à voir, parce qu'il peut filtrer l'eau. On voit, Non, ça va, t'inquiète. On voit qu'il y a un opercule pour filtrer l'eau et l'eau circule comme ça. Donc c'est comme un coquillage invertébré dans sa forme adulte. Tu me montres comment tu procèdes. On va faire un petit cours de sciences naturelles. Voilà, on va prendre les œufs de cet animal. Ça fait longtemps que je n'ai pas disséqué quoi que ce soit. Hop. Alors cet animal qui a une tunique, je dois lui ouvrir la tunique pour aller chercher l'animal à l'intérieur. Ah voilà, donc là on voit l'animal à l'intérieur. Et donc maintenant il faut que je le sorte sans le casser. Oui. Hop, il est super plein celui-là. Voilà, donc vous voyez bien en jaune les œufs et ici en blanc le sperme. D'accord. Donc c'est un animal hermaphrodite. Hop, et donc là je prends les œufs. Cet animal qui est très plein, il y aura plus d'1 million d'œufs. Donc les œufs rentrent dans la pipette et je les mets dans la boîte. Le jeu, c'est d'avoir une centaine d'embryons fluorescents que nous allons filmer en une journée. Donc une centaine sur un acidie, c'est énorme. Eh bien, c'est surtout que si on va pouvoir filmer une centaine d'embryons en même temps, je vais pouvoir faire des tests et avoir des résultats statistiques pour avoir des résultats rapidement pour savoir si tel produit est toxique ou non. Donc c'est là le challenge. Au lieu de mettre 100 jours à filmer un embryon par jour, je vais mettre un jour à filmer 100 embryons, donc je gagne 99 jours. L'œuf d'acidie se divise en plusieurs cellules pour donner 14 heures plus tard un tétard qui nage. L'impact des perturbateurs endocriniens comme les plastiques ou les pesticides dilués dans l'eau de mer s'observe alors sur les cerveaux en cours de formation de ces petits animaux planctoniques. Ici, on fait les cultures d'embryons. D'accord. Et donc il faut 14 heures, donc ceux-là on les a préparés dans la nuit. Et ici, maintenant, il y a des têtards qui nagent qui font 1 mm de taille. Est-ce qu'il faut que je te croie sur parole ou regarder dans le... Voilà. Alors, où sont-ils? T'as dit combien en taille? 1 mm. Ah oui, ça y est, je les vois. C'est vraiment tout petit. Un travail comme le tien peut aider les scientifiques pour des maladies auto-immunes ou d'autres types de maladies comme le cancer, comme ce type de Bien problématique. sûr, comme nous avons un ancêtre commun avec l'acidie, les humains, eh bien, il va pouvoir, ce que je vais découvrir dans l'acidie, on va pouvoir aller vérifier, confirmer ou infirmer que ça s'applique à l'homme aussi. Donc on a les œufs, la fécondation, le tétard, et avec tout ça, tu vas pouvoir parler de l'impact environnemental à tout le monde. C'est ça en fait l'idée. Eh bien, ces têtards que tu as vus qu'ils avaient une tête et une queue, et donc ils ont un cerveau centralisé. Donc ces têtards peuvent sentir la gravité et voir la lumière grâce à leur cerveau. Or, nous avons remarqué que quand nous exposons ces têtards à des toxiques de type perturbateur endocrinien, par exemple le bisphénol A ou le lindane, nous avons remarqué que la structure d'oreille interne, permet de sentir la gravité, ne peut pas se former. Donc les têtards d'acidie ne pourraient pas, probablement auraient du mal à venir trouver le rocher pour se métamorphoser et devenir des adultes. Donc ces têtards d'acidie peuvent permettre de voir qu'il y a un toxique dans l'eau de mer et ils réagissent à ces toxiques en faisant des malformations du cerveau. Et ces malformations du cerveau sont très faciles à voir
dans ce petit étard de 1 mm. Quand tu parles du bisphénol A, quand tu parles du lindane, il y en a un, c'est un pesticide. L'autre, tu le trouves aussi Un dans antifouling. dans le plastique aussi. Donc c'est vrai- bisphénol A dans tous les plastiques. Ouais, donc ça veut dire que ce sont des matières dangereuses pour l'homme. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il y a des maladies associées à cette exposition chez l'homme, mais nous ne connaissons pas encore comment ces maladies se développent. Ouais. Et donc, d'étudier ça dans le tétard d'acidie marin va permettre de découvrir des mécanismes dans le tétard qui pourront ensuite être vérifiés chez l'homme. Et d'une autre part, les tests biochimiques que nous faisons vont permettre, grâce à ce tétard, de détecter la présence de perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A ou le lindane dans des échantillons marins. Et donc d'évaluer la toxicité potentielle de ces échantillons marins pour les animaux, mais pour l'homme aussi. Quand vous viendrez passer quelques jours de vacances ici, je vous suggère de venir découvrir la villa Efroussi de Rothschild et ses magnifiques jardins. Et pour quelques heures, vous vivrez un petit peu la belle époque de la Riviera. Cette villa, appelée aussi Villa Île-de-France, a été construite en 1907 au sommet de la partie la plus étroite de la presqu'île du Cap Ferrat. Sa propriétaire, la baronne Béatrice Efroussi de Rothschild, fut l'une des plus grandes collectionneuses de son siècle. De 1902 à 1907, des travaux sont réalisés par des paysagistes de renom pour créer ces 9 magnifiques jardins à thème qui occupent les 7 hectares de la propriété. Ce jardin, c'est donc un jardin à la française. Alors, un jardin à la française, c'est des grandes lignes droites avec des plans d'eau ou pas. Et surtout, ce qui est important, c'est les grandes haies. Voilà. Ce qu'on appelle dans un jardin à la française les charmilles. Ouais. Après, il y a le taupière qu'on retrouve dans tous les jardins à la française. Donc, c'est des haies qui sont sculptées. Ça, C'est très graphique quand même un jardin à la française. Ah oui, hein. tout à fait. C'est très géométrique. Très, à l'inverse d'un jardin anglais où les lignes sont cassées. Voilà. Un jardin comme celui-ci, la présence de la baronne, elle est partout parce qu'il y a des plantes qui datent de son époque. Il y en a Oui, beaucoup. bien sûr, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que dans ce jardin, tout est pensé, imaginé pour qu'il y ait des floraisons toute l'année. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, comment dire, on a essayé de réintroduire et de mettre des plantes qui peuvent rentrer dans le thème et qui ont un intérêt pour les visiteurs. Et puis, bon, pour moi aussi, un intérêt botanique. Ce jardin exotique ne serait-il pas un de tes préférés? Préféré, non, parce que j'aime toutes les plantes et je suis attiré par le monde végétal. Mais c'est vrai que le jardin exotique, c'est tellement fascinant parce qu'il y a une diversité végétale immense, énorme. Là, on passe à côté d'un Yucca elephantipes, c'est une plante qui vient du Guatemala. Ouais. Voilà, au pied d'éléphant, on le voit, mais il est là, il fait de l'ombre, il abrite les broméliacées. Et l'avantage de l'exotique, c'est qu'en fait, il y a une diversité végétale énorme. On a les Euphorbia candelabrum qui viennent d'Afrique du Sud. La grandeur aussi. Voilà, c'est la Gave incroyable. americana variegata. Donc il y a une richesse, c'est un composite de différentes familles, de groupes de plantes. Ce jardin, on doit l'écouter, on doit être, en fait, la philosophie d'un jardin japonais, c'est être à l'écoute du bruit de la nature. Donc c'est l'eau qui coule sur une pierre, c'est la cascade, l'eau qui coule de la chambre Et d'écho. on entend les petits claques. Là, on a entendu le shishi odoshi. Donc c'est l'eau qui vient de la cascade et qui coule dans un bambou et qui tape sur une pierre. En fait, en français, on appelle ça le chasse-cerf. C'est pour chasser les animaux étrangers d'un jardin japonais. Ce qui est très particulier aussi, c'est que c'est la plantation d'un jardin japonais. Il n'y a jamais des grosses taches de fleurs. D'accord. Il faut toujours faire du relief par rapport au minéral. Donc vous avez les blocs de pierre, ce sont du granit. Et voilà, Il y a un toujours- mélange d'éléments. Voilà, tout à fait. Alors, ce que tu as aussi instauré quand tu es arrivé, c'est de passer en bio. C'est vraiment bien. Et c'est ça, tu j'incite tu tout prêches le une monde convaincue. à passer en bio. On a une roseraie. Donc on fait des lâchers de coccinelles, Ouais. d'auxiliaires, d'insectes spécifiques pour tel ravageur. Dans tes 9 jardins, combien tu as de variétés répertoriées, d'espèces? À peu près 1500. Ah oui.
Et qui viennent du monde entier. Ah oui, 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 bien sûr. On vient à Rothschild pour faire un grand voyage. Et Ça, voilà. je te confirme. Un voyage dans le monde végétal déjà. Oui. Il faut prendre le temps de... Voilà. Il faut Ouais. laisser le guide de côté et puis flâner, regarder, sentir les fleurs. Donc tu vas m'emmener flâner dans un autre jardin. Bien sûr.